L'Afrique, un continent riche en culture et un savoir-faire exceptionnel en termes de textile, notamment de Faso Damphani pour ce qui est du cas du Burkina Faso. En témoigne ce travail fait par notre tisseuse Madame Yamiogo. À côté de Madame Yamiogo se trouvent des personnes qui ont consacré toute leur vie au travail du Faso Damphani. Au nom de ces personnalités, Monsieur Zoundi, notre invité du jour, Zoom Portrait. L'invité de ce numéro de leçon de vie est M. Dieudonné Zoundi. C'est un passionné du textile made in Africa. En 1975, il décroche son diplôme d'ingénieur des arts et industries textiles à l'École nationale supérieure des arts et industries textiles en France. Dès son retour dans son pays, il est embauché à la Voltex, la société voltaïque de textile. Au sein de cette entreprise, il va gravir les échelons. Responsable de la section confection boutonnerie, responsable du service commercial, chef de service ordonnancement, temps et méthode, cumulativement chef de service approvisionnement, chef de service filature, directeur des méthodes et de la statistique. Sous la Révolution, la Voltex devient Faso Fani. Dieudonné Zoundi en est le chef de production. De 1984 à 1988, il est contrôleur de production du département impression teinture de cette société. Monsieur Zoundi quitte Faso Fani avant sa faillite. Sans emploi, il traverse une période difficile, une période d'introspection de laquelle il sortira en suivant une formation et en perfectionnant ses connaissances à l'École supérieure des industries textiles ESITEX de Ségou au Mali, institution spécialisée de la défense CAO, formant des BTS teinture, impression et filature tissage. Depuis 1995, notre invité a mis sur pied une unité de production ayant pour activité la teinture sur tout support en coton, le tissage artisanal et la formation textile. Monsieur Zoundi est marié et père de famille, il adore le football. Richard Tiennet, Monsieur Dieudonné Zoundi est à vous. Merci Monsieur Zoundi de nous recevoir chez vous ici. Est-ce que vous pouvez situer votre quartier, votre maison aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Oui, disons que ici nous sommes à Pissy, à quelques mètres de la clinique Souka et juste derrière le lycée Vénégré, côté ouest du lycée Vénégré. La cohabitation avec votre voisinage se passe-t-elle bien? Très très bien. En face, il n'y a personne. Côté ouest, il n'y a personne. Côté est, il y a quelqu'un qui vient d'arriver il y a peut-être 2-3 mois. En fait, on a en permanence quelqu'un derrière. Donc vraiment, il n'y a pas de problème particulier. Nous, on a mené notre petite investigation, Oui. l'équipe de production de leçons de vie, et on nous a fait savoir que Monsieur Zoundi est difficilement abordable. On a du mal à le cerner. Oui. Il est difficile de le voir. Est-ce avéré? Oui, disons qu'en général, à la maison, je suis toujours enfermé. Je suis enfermé à la maison. Vous êtes casanier? Plutôt casanier, en tout cas depuis un certain temps, et pratiquement depuis 1995. À quoi répond ce choix? Et pourquoi depuis 1995 vous êtes casanier? Depuis 1995, parce que en 1995, j'étais à la CAO. La CAO, il faut définir le cycle. Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, l'ancienne communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Et j'étais au Mali. Et quand la CAO a fermé, j'ai préféré rester plutôt à la maison pour éviter les pitiés. Les pitiés? Oui, c'est surtout ça. C'est-à-dire? Oui, parce que je suis au chômage, je crois que vous savez, il faut savoir raison garder. Tu fréquentes beaucoup les gens, ils croient que tu es dans le besoin, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais sans fin, c'est pour surtout cette raison que j'ai préféré me murer dans ma cour. Mais la solidarité, on dit qu'en Afrique, c'est le moindre mal quand quelqu'un a un problème. Pourquoi
Alors ne pas accepter la main tendue des autres quand vous êtes dans des difficultés. Non, mais j'étais tout le temps avec mes frères. Tout le temps. Mais pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Ok. Le fait d'être casanier, un peu renfermé sur vous-même, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez tiré leçon de la vie en vivant cette situation? Oui, disons que ça m'a permis de cogiter pour voir un peu comment m'organiser à nouveau, parce que là, j'étais dans une situation nouvelle. Et bon, pendant 2 ans, en fait, j'ai cogité pour chercher quelle formule adopter pour la nouvelle vie qui se présentait à moi. 2 ans, c'était long. Non, pas du tout. Parce qu'il y avait, vous savez, parfois les choix sont difficiles. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous tromper dans votre choix. Et 2 ans, non, ça a passé très très vite. Quand vous vous levez le matin, une journée pour quelqu'un qui est au chômage. Quand je me lève le matin, j'achète les journaux pour lire, la télé, voir les nouvelles, et puis réfléchir sur le projet, parce que on a eu beaucoup de projets et finalement j'ai choisi. D'accord. Parlez-nous de votre enfance à Tanguy-Ndassuri. Oui. C'était quoi la journée, la matinée d'un enfant auprès de ses parents? Disons une enfance qui a commencé à Ouaga. À Ouaga, oui. Et qui s'est terminée à Tanguy-Ndassuri. À Ouaga, j'étais chez mon oncle. Mais j'y ai passé une année. CP1. CP1, j'avais, je crois, autour de 11 de moyenne, mais bon, ça ne me plaisait plus de rester là. J'ai décidé de repartir chez mes parents. 11 de moyenne au CP1. Au CP1, c'était 11 sur combien? Sur le 20. Ok, d'accord. 11. Mais j'ai préféré repartir à Tanguy-Ndassuri, où étaient mes parents, pour aller reprendre l'année. Pour reprendre l'année? Parce que là-bas, il n'y avait que 3 classes. C'était CP1, C1, CM1. J'étais obligé de reprendre l'année. Mais bref, moi, ça ne me dérangeait pas. Je n'en voyais même pas l'intérêt, je ne savais pas. Voilà, c'était comme ça. Donc, je suis reparti à Tanguy-Ndassuri et puis j'ai repris CP1 jusqu'au CE2 à Tanguy-Ndassuri. Ok. Au-delà de l'école, vous aviez des scènes de jeu entre vous, gamins? Jouer au ballon. Vous aimez beaucoup le sport. Vous avez joué dans un club, bien dans l'équipe du village? Non, disons à Tanguy-Ndassuri, je suis resté jusqu'au CE2. Donc, on jouait avec les maîtres et tout ça. Après, je suis venu à Ouaga pour faire CM1, CM2. On a continué à jouer au ballon. Et puis après, je suis rentré dans l'USO d'ailleurs. J'ai joué dans l'USO pendant longtemps. L'Union sportive de Ouagadougou. Voilà. D'accord. C'était un peu dans mon secteur parce que je suis de Kolonaba. Hein. Vous êtes de Kolonaba. Voilà. Donc, mais finalement, vous finissez à Pissi? Oui, parce que bon, problème de parcelles et tout ça. Bon, sinon, vous aurez souhaité être à... Oui, pourquoi pas. Mais j'ai beaucoup de parents qui sont vers là-bas. Ma grande sœur, mon papa, mon grand frère, tout ça, ils sont là-bas. Qu'est-ce qui est passionnant dans le football quand vous êtes sur le terrain? Non, c'est peut-être parce que c'est un jeu collectif. Peut-être, je pense. Hein, vous jouez à quel poste? Moi, j'ai joué milieu défensif. Vous avez un fils qui, lui, a suivi votre trace, qui est devenu un professionnel de football. Effectivement, oui. Zundi Patrick. Patrick, ouais. Il est actuellement en Allemagne. Il est votre fierté? Oui, oui, pourquoi pas. Quand votre enfant est à ce stade de professionnalisme, il joue pour le compte de l'équipe nationale. Quand vous êtes devant l'écran, quelle est l'ambiance en famille? Non, bon, en fait, quand c'est bien, on est content. Si c'est moins bien, bon, on est moins content, voilà. D'accord. Vous lui passez un coup de fil par rapport au match, à l'équipe adverse, ou bien après match, est-ce qu'il y a un débrief? En général, après match. Après match. Voilà. Vous lui reprochez certaines choses ou bien vous appréciez certaines choses? Parfois on dit, là peut-être tu aurais mieux fait ceci, cela, mais bon. Et comment il prend ça, votre fils? Non, vraiment sans difficulté, sans problème. Il fait partie des étalons cadets qui étaient à Trinidad et Tobago. Voilà, il a fait partie des Ils ont été 3e au plan mondial. C'est vrai. Mais ils avaient beaucoup de difficultés, problèmes d'entraîneur. Enfin, je crois qu'il y avait des problèmes internes. Oui, mais ils sont quand même allés en demi-finale, ils ont occupé la 3e place. Ils ont été éliminés par la France. C'est vrai. Revenons à vous et à votre scolarité. Oui. À l'école, quel était votre secret pour mémoriser les leçons, pour maîtriser les cours dispensés par vos enseignants? Disons, à l'école primaire, je n'avais pas de problème. Non, ça allait tout seul. Au niveau du collège,
J'étais au collège de Tounma, je fais partie des premiers élèves. Je fais partie de la deuxième promotion du collège de Tounma. Bon, là... Bon, Tounma, c'est à Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso, chez les frères de Tounma. Et là, jusqu'en troisième, pas de problème, vraiment, ça allait bien. Et à partir de la seconde, là, il fallait travailler un peu plus. Nous avons un groupe de 5-6 personnes. On travaille en général à partir de 3 h du matin. On se réveille à 3 h du matin, on va dans les toilettes et on travaille. 5 h 30, on vient au lit. Toute la journée, c'est le bordel. Pour les gens, on faisait des waks et tout ça, alors que nous, on avait un secret, c'est se lever la nuit, travailler. C'était ça le secret. C'était ça le secret. C'était ça notre wak. Travailler tard la nuit. Mais on se réveille. Vous vous réveillez, mais après, en classe, vous n'avez pas sommeil. Non. Et à quel moment vous vous dites, je vais évoluer dans le textile? Ça se passe d'abord autour des années 67, 68, parce que Faso Fani venait d'ouvrir. On s'est dit c'est une opportunité. Puisqu'on savait qu'il n'y avait pas de cadres nationaux et tout ça. C'est ainsi que je suis parti avec un copain, Paris-Roger. Et puis on est parti, on a eu le bac ensemble d'ailleurs. Donc on est parti avec des bourses françaises parce qu'on était très jeunes dans le Nord. Mais c'était une véritable aventure. En France? En France, parce que nous ne savions pas qu'avec le bac, on ne pouvait pas rentrer dans une école. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on nous a envoyés à l'aventure, et puis arrivé en France, personne ne nous attendait évidemment. On a dû alors refaire la préparation, c'est-à-dire les écoles préparatoires. 2 ans avant de passer les concours, rentrer dans les écoles. Ça vous a déçu? Oui, bon, disons qu'on croyait aller plus vite que les choses, mais bon, finalement... Mais vous bénéficiez d'une bourse, donc la vie n'était pas aussi dure que ça? Effectivement, j'ai bénéficié d'une bourse fac, qui était relativement élevée par rapport aux bourses françaises. Donc, on était beaucoup plus à l'aise que les boursiers nationaux. En tant qu'étudiant en France, qu'est-ce qui vous a marqué? Oh, moi, c'est certains profs qui nous choquaient. Ils nous choquaient parce que je pense qu'ils étaient un peu racistes quand même. Raciste ou un peu raciste? Vous faites dans l'euphémisme? Non, bon, je dis un peu parce que pour ne pas dire vraiment raciste. Puisque très souvent, au devoir, ils mettaient les étrangers dans les 4 coins de la salle. C'était nous, leur problème. Il y avait 2 profs comme ça. Ils avaient peur quoi? Que vous trichiez? Ils se disent qu'on allait tricher, je crois. Hein? Parce que sinon, il n'y a pas de raison que tout le monde nous les laisse là et puis nous, on nous met au coin et puis on nous surveille. Mais bref, malgré tout ça, on en est sorti. Et le diplôme d'ingénieur obtenu, vous rentrez au Burkina? Voilà, après, j'ai présenté mon mémoire le 12 juin 1975. Vous avez soutenu sur quoi? C'était sur, en fait, les capteurs plats. Les capteurs plats, ben, vous voyez, le solaire, c'était le travail des capteurs plats dans l'industrie textile. Donc, j'ai présenté un mémoire là-dessus et finalement, le 25, moi j'étais à Ouaga. Alors qu'il y avait beaucoup de possibilités d'y rester en France. Votre père ne vous a-t-il pas inspiré dans votre démarche professionnelle? Je ne crois pas parce que, bon, c'est longtemps après que j'ai vu ces tissus. Moi, même quand je suis revenu de la France, en fait, il tissait, mais ça ne m'avait pas marqué. C'est vers les années 97-98 que j'ai vu avec le petit frère que vous avez vu, François, que j'ai vu son tissu avec lui. Voyez-vous, donc je ne pense pas qu'il m'a influencé pour le choix. Quand il tissait, vous le suivez dans son travail? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Ok. Nous, on va essayer de montrer un peu aux téléspectateurs le processus de fabrication d'un faso d'Anfani. Ok, il n'y a pas de problème. Et c'est maintenant. Le fil il nous vient sous cette forme. C'est-à-dire il est écru. Ça, on l'appelle l'état écru. Alors, nous avons 2 qualités de fil. Il y a le 40 et il y a le 25. Tout dépend. Le 40, c'est pour faire plus fin. Le 25, un peu plus épais.
Après, on va à l'étape du débouillissage. C'est cette étape-là. C'est-à-dire les fils sont bouillis dans de l'eau chaude avec de la soude pour essayer d'enlever les impuretés. Après le débouillissage, nous passons à la teinture. Préalablement, on les noue quoi, pour éviter qu'ils se mélangent et tout ça. Donc on les noue avec des petits plastiques comme ça pour éviter qu'ils se dénouent en fait. Là, on est en train de faire du bleu nuit. Donc le fil va rester trempé comme ça, un bout de temps, pour que ce soit bien imbibé, bien imprégné. Après, on va le laver pour être sûr qu'il ne va plus déteindre, qu'il ne va plus décolorer. Et là, c'est cet état-là. Ensuite, on va le sécher. Vraiment pour qu'il soit vraiment sec, soit plus humide. Une fois qu'il est bien sec, on l'envoie au tissage. Et le tissage, c'est les dames qui le font. Elles sont chez elles, dans leur métier, ça leur permet de faire aussi leurs travaux domestiques. Alors là, vous avez le motif qui a été destiné cette année pour la cérémonie du 8 mars. On a ce pagne là aussi, qu'on a communément appelé francophonie. Il y a l'effet Siao. Et là, vous avez le Gangala Pelra, que tout le monde connaît. Est-ce là, effectivement, le processus de fabrication? C'est la première étape, il y a d'autres étapes? Oui, effectivement, c'est la première étape de la fabrication du faso d'Anfani. Il faut d'abord teindre le fil et après on passe à la phase tissage. D'accord. Bon. Il y a quelque chose qui était assez... qu'elle a ressorti. Elle dit qu'il faut, après avoir mis tout ça dans la teinture, laver pour s'assurer que ça ne va pas déteindre. Souvent, c'est le cas au niveau de certains fasos d'Anfani. Oui, effectivement. Que les gens portent. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ne maîtrisent pas la teinture ou bien qui font des mélanges un peu, disons, bizarres parce qu'ils regardent puis ils essaient de faire. Alors qu'il y a tout un process pour faire une teinture. Et de ce côté, bon, je crois qu'on a formé des milliers de gens à la teinture pour relever ce défi. Vous parlez anglais? A little bit. A little bit. D'accord. Donc il y a tout un processus pour... Je dis cela parce que dans certains documents que vous avez mis à notre disposition, on a beaucoup de passages comme ça en anglais. Donc on se demandait si c'est impératif dans la formation de quelqu'un qui se spécialise en textile de parler anglais. On est obligé de travailler en anglais aussi parce qu'il y a beaucoup de documents en anglais. Qu'est-ce que vous estimez avoir été important au cours de votre formation pour vous permettre aujourd'hui de proposer aux populations du textile de qualité? Bon, disons que j'ai fait essentiellement ce qu'on appelle la chimie textile, c'est-à-dire c'est le secteur teinture-impression en textile. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs en textile. Il y a la filature, il y a le tissage, il y a impression-teinture. J'ai travaillé dans les autres secteurs, mais je me suis spécialisé en chimie textile, c'est-à-dire le domaine de la teinture et de l'impression. Donc, c'est ce qui fait la différence entre vous et les autres. Et beaucoup de gens, oui. Vous estimez que la concurrence est rude avec les autres? Ceux qui sur le marché? Oui, sur le marché. Moi, je n'ai pas de concurrence. Je n'ai pas de concurrence. Vous êtes serein? Vraiment. D'accord. Je n'ai pas de concurrence. Je précise pour les téléspectateurs que vous êtes celui auprès de qui quelqu'un comme Patéo
vient se ravitailler en textile pour... Oui, disons que Pathé, je le connais, on travaille ensemble depuis 1998. Et bon, actuellement, je le connais tellement que je peux même fabriquer le livret. Je suis convaincu qu'il sera satisfait. Comment se passe la collaboration entre un grand couturier comme Pathéo et vous? Comment la collaboration se fait? Comment il commande un textile, par exemple? Bon, disons qu'en général, il me donne les coloris qui l'intéressent et j'essaie de créer des modèles pour lui. Et ensuite, disons que dans les articles que je lui livre, il y a une certaine finition qu'on fait. Bon, on lui donne des écharpes de 3 mètres. Finies, des écharpes finies, c'est-à-dire on va lier les bouts et tout ça. Et quand vous suivez tout ça à la télé ou à travers les journaux, quand vous parcourez les journaux de mode, vous revoyez vos tissus, vous revoyez votre travail. Quelles sont vos impressions alors? Non, il y a une certaine satisfaction parce que on a essayé de mettre sur le marché des articles faciles à porter. Malheureusement, il y a beaucoup de tisseuses qui actuellement n'ont pas encore compris ça. C'est-à-dire des articles faciles à porter? Faciles à porter parce que c'est agréable, c'est pas lourd, à la différence des autres. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas de concurrence pour le moment. Je n'ai pas de concurrence parce que pratiquement je suis le seul à faire comme ça. Les autres travaillent avec du gros fil. En attendant qu'ils me rejoignent, parce qu'ils vont venir. Ils vont venir, sûr. D'accord. Parlez-nous à présent de votre expérience au niveau de Faso Fani. Bon, Faso Fani, je suis rentré à Faso Fani en 1975. Quand je suis rentré, j'ai eu peut-être 1 mois de congé, après j'étais embauché. Et là, bon, j'ai occupé différents niveaux de responsabilité. Et bon, de 1975 jusqu'à 1987. Finalement, je me suis senti dans l'obligation de partir parce que je crois que je n'avais plus rien à apporter à Faso Fani. Voilà, puisque... Ou bien vous avez senti que la maison allait bientôt s'écrouler? Ça, je le savais. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché justement? Pourquoi la maison s'est écroulée à votre avis? Vous qui étiez... À un moment donné, beaucoup de gens ont cru qu'ils pouvaient diriger Faso Fani, si bien qu'à Faso Fani, il y avait 800 directeurs. 800 directeurs? Tout le monde était devenu directeur et ça ne peut pas marcher. Il faut un seul chef et d'autres derrière. Si tout le monde est patron, ça ne marche pas. Vous voulez nous faire comprendre que l'anarchie a été la base du déclin? C'était une des raisons. Il y a d'autres raisons? Oui, vous savez, il y a des problèmes politiques. Bon, c'est compliqué, mais disons que bon, après, la révolution n'est pas venue arranger tellement les choses parce que, vous savez, à un moment, tout l'encadrement de Faso Fani faisait la formation militaire. Tout l'encadrement? Tout l'encadrement. Ça, c'est pas bon pour l'usine. Effectivement, à la fin de la formation, je crois qu'on était à 30 ou 40% de chute de production. Pourtant, le tissu, il marchait. Oui, ça marchait. En son temps, ça marchait encore. Donc, le problème au niveau de Faso Fani, ce n'est pas tant au niveau de la production des consommateurs, mais plus un souci organisationnel. Organisationnel et puis des problèmes d'investissement. Parce que, vous savez, Faso Fani a été créé autour des années 68-69, mais il n'y a pas eu des investissements conséquents pour tenir, parce qu'à la fin, on ne tenait plus. Le matériel ne produit plus, c'était plus rentable, entre autres. Vous revoyez certains de vos camarades qui... Oui. Des chômeurs suite à la fermeture de Faso oui, Fani, bon, ça parfois devait je vais être dur quand même. Oui, je crois qu'il y en a qui en sont morts. Bon, il y en a qui se sont reconvertis. Il y en a même que j'ai employés. Mais bon, c'est comme ça la vie. Ok. Parlez-nous de la mode en Afrique. Vous qui côtoyez cet univers d'une manière ou d'une autre, parce que vous êtes quand même un des acteurs majeurs. Parce que le textile, pour qu'il y ait couture, pour qu'il y ait défilé, il faut que vous fassiez un travail à la base. Oui. Mais à votre avis, aujourd'hui, comment vous appréciez la mode en Afrique? Je crois que même l'Occident vient puiser actuellement en Afrique.
Je vous donne un exemple. Actuellement, nous travaillons avec l'Italie, avec le Japon, à partir du Danfani d'ici. Bon, il est vrai qu'ils exigent de grandes largeurs, alors que souvent on fait des petites largeurs. C'est le seul problème qu'on a. Mais bon, au niveau des structures, on s'adapte. Ok. Que répondez-vous à ceux qui estiment que le faso d'Anfani n'est pas à la portée du Burkinabé moyen, que c'est très cher? Pourtant, l'autorité politique motive les populations, les fêtes du 8 mars, à porter ce tissu. Effectivement, l'autorité a posé un acte que nous apprécions à sa juste valeur. Mais je crois qu'il faut réfléchir pour trouver des alternatives, même par rapport au faso d'Anfani, parce qu'effectivement, les coûts sont relativement élevés. Et je crois qu'on peut porter la réflexion sur les coûts et puis peut-être aussi voir si ce n'est pas possible d'utiliser peut-être des Danfani sur 2-3 ans. Ça peut peut-être permettre de diminuer un peu les coûts. Les Danfani sur 2-3 ans, c'est-à-dire? C'est-à-dire que dans la fabrication, peut-être qu'il y a des dates qu'il faut éviter de mettre. Ok. Voyez-vous, au lieu de mettre pour les 2016, le 8 mars, 2017, là, voilà, si on enlève cette date déjà, voyez-vous, ça peut... Qu'est-ce qui rend ce textile-là cher, justement? Bon, disons que moi, quand je prends un paquet de fil, je fais à peu près un pain et demi. Je vais engager à peu près 4 000 francs pour faire un pain et demi. C'est compliqué. Hein? Bien sûr. Voilà. Vous êtes tout le temps habillé en faso d'Anfani? Le plus souvent possible. Mais parfois, je porte d'autres articles, pas que j'ai achetés. Et souvent, quand on me l'offre, bon, je suis obligé de le porter de temps en temps pour faire plaisir à d'autres gens aussi. Mais sinon, moi, je porte toujours les Danfani parce que je les fabrique. Vous n'avez jamais fait un tour dans la friperie quand vous étiez gosse? La friperie? Oui. Ah, non. Que pensez-vous de la friperie? La friperie, bon, c'est une catastrophe pour nos économies. C'est une catastrophe pour nos économies. Ah oui, oui, parce que, vous savez, souvent, soit c'est des articles portés ou des coupons qu'on déverse ici parce qu'on ne peut pas les exploiter là-bas. Est-ce que les hommes s'habillent bien? D'abord, les hommes au Burkina. Est-ce que vous estimez que les hommes s'habillent bien? Oui, de friperie. De friperie, ils s'habillent Oui. bien en friperie. Oui. Et les femmes? Moi, ce sont mes meilleures clientes d'Anfani. Ok. Ça fait peut-être du 80-20. 80% de femmes, voilà. sont, le reste, les 20% sont les hommes. Voilà. Comment expliquez-vous cela? Oh, peut-être que les femmes aiment s'habiller par rapport aux hommes, hein, j'entends. Et bon, elles dépensent plus facilement que les hommes Elles dépensent plus facilement l'argent que les hommes leur donnent. Dans leur tenue. L'argent que les hommes leur donnent. Voilà. Oui. D'accord. Ah bon? Vous êtes d'accord avec ça? Moi, enfin... Pour dépenser plus facilement, il faut souvent avoir eu facilement l'argent, non? Non, quand je dis elles dépensent plus facilement, je veux dire que elles s'habillent plus vite que les hommes. Elles renouvellent beaucoup plus leur garde-robe que les hommes. Parce que les hommes leur en donnent les moyens, peut-être, non? Pas forcément. Il y en a qui travaillent. Oui. Qui travaillent et mettent beaucoup de leur salaire dans l'habillement. D'accord. Non, c'était un petit clin d'œil pour Il y a la jeune pas de féminine problème. qui nous suit. Non, c'est ça. On ne va pas se faire lyncher. On va suivre un extrait. Ce sont vos frères. Oui, Ils ont toujours été là auprès de vous. absolument. C'est des personnalités connues de certains Burkinabés. Oui. Parmi eux, il y a un ministre, un ancien ministre, François, oui. François Azundi. Oui. Nous suivons ce qu'ils pensent de leurs frères Pas de problème. aînés. Ce sont vos cadets. Effectivement, oui. Nous frères suivons. cadets. De façon précise, un souvenir est difficile à établir parce que nous n'avons pas été ensemble de façon régulière. Parce que alors que nous étions au village avec le papa, le grand frère était
à Ouagadougou chez un oncle pour commencer l'école. J'étais à Dassouri, lui il était déjà à Ouagadougou à l'école. Et quand je suis venu, moi j'étais tout petit, lui il allait à l'école, moi j'étais... Et finalement, bon, on n'a pas eu vraiment une enfance ensemble. On vivait dans le quartier Kolognaba. Et vous savez qu'il y a des barrages qui jouxtent et qui entourent le quartier. Et très souvent, ils faisaient des escapades. Ils allaient dans un jardin, le jardin de Huidinaba, où il y avait quelqu'un qui gardait les manguiers. Mais vous savez que les enfants, ils sont toujours un peu malins. Donc ils se cachaient et ils montaient dans les arbres pour enlever les mangues. Mais on arrivait même à les chasser jusqu'à Tanguin pour échapper aux gardiens et faire le tour pour rentrer à Kolognaba. Donc imaginez un peu le genre de garçons que c'était. Ils étaient, bon, c'était le jeune âge, c'est vrai. Mais on peut dire qu'ils étaient quand même assez futés. C'est avec lui en fait que je restais le plus quand je revenais en vacances, quand j'étais étudiant. Et donc je vivais plus à Goudougou qu'à Ouagadougou à cette époque-là. On faisait pratiquement tout ensemble, en dehors des heures de travail. Et on a gardé des liens très très forts jusqu'à maintenant. Il fait partie de ceux en tout cas qui ont été au début de la société Faso Fani, qui est actuellement liquidée. Et c'était les premiers cadres, je crois, qui ont fait leur formation au niveau de la France, à Roubaix, exactement à Lille. Il est toujours là au bon moment, comme on appelle, les mauvais moments comme les bons moments. Et je crois que ça aussi, les autres savent lui témoigner ça à chaque fois que cela arrive, quoi. Et comme lui-même, il a été footballeur, Dieu lui a rendu le service en lui donnant un fils qui est footballeur, en la personne de Papi, Patrick Zundi, qui a même évolué dans l'équipe nationale. Mais sinon, au niveau de sa famille, comme vous le constatez, bon, c'est une famille joyeuse. Je voudrais te dire te reposer un peu, parce que je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il a toujours été très très actif. Maintenant, avec l'âge, je crois qu'il faut qu'il prenne un peu de recul pour quand même se donner du temps de se reposer. Je sais que ton unité te tient beaucoup à cœur. C'est vrai qu'actuellement, bon, les temps sont durs, c'est difficile. Et je sais que tu avais voulu que ce soit un peu plus grand que cela. Mais tant qu'on est en bonne santé, je crois qu'il faut toujours espérer. Et je suis convaincu qu'un jour, on en reparlera. Et je suis sûr que tu seras peut-être satisfait. Nous venons de voir vos deux jeunes frères, un qui a travaillé à la Loterie nationale, un autre qui a été ministre dans le domaine des finances et de l'économie. Alors, comment appréciez-vous tous ces commentaires à votre endroit? Effectivement, je ne suis pas tellement resté avec eux comme ils le disent, puisque d'abord j'ai fait une escapade à Ouagadougou, ils étaient à Tanguin d'Assouri, après je suis reparti, on est resté 2-3 ans ensemble. On est revenu à Ouagadougou, j'ai fait 2 ans et puis je suis parti à Bobo. Tout le collège à Bobo pendant qu'ils étaient à Ouagadougou, voyez-vous, déjà ça fait... Et de Bobo, je suis venu ici faire ma terminale à la salle, 1 an. Donc je crois que pendant que j'ai quitté la terminale, François, lui, il est arrivé en 6e. Donc effectivement, et de la salle, je suis parti en France. Donc vous voyez, on n'est jamais resté longtemps ensemble, effectivement. Et les manguiers oui, bon, ça c'est les vacances. Bon, dans les jardins, effectivement, bon, vous savez, à cet âge-là, on ne peut pas acheter. Et les mangues sont là, il faut se débrouiller pour les avoir. Bon, on faisait ce qu'on pouvait. En fait, vous allez vous et servir. Après, on va se servir et puis on ne revient pas directement à la maison parce que c'est un problème. Hein. Donc vous allez... Mais si vous allez vous servir, pourquoi vous êtes poursuivi? Ah ben, parce que ce n'est pas ton bien, c'est le bien de quelqu'un que tu as piqué. Bon, on te poursuit, tu ne peux pas venir directement à la maison. Vous allez piquer des mangues. Ah oui, ça on piquait. Donc,
C'était un peu comme ça. Il a dit que vous étiez malin, vous arrivez à échapper au gardien Ah oui, mais vous savez que... de Manguier, là, comment vous faites? Vous savez qu'on se retrouvait jusqu'à l'autre côté, le barrage qui est numéro... vers Tanguel, là. On se retrouvait là-bas parfois. Hein. Vous avez pris les mains, vous continuez là-bas pour tourner et puis revenir à Kolonaba. C'est absolument fantastique, mais c'était la jeunesse aussi. Vous faisiez confiance alors à quoi? À la puissance de vos jambes? Entre autres, oui, parce qu'on faisait beaucoup de kilomètres. Hein. Beaucoup de kilomètres, mais bon, c'était comme ça. Vu que vous étiez passionné des sports, footballeur, ça vous a aidé aussi. Ça m'a aidé, c'est vrai. Alors, ils vous demandent de vous reposer. Ils savent que vous aviez des ambitions pour votre unité de fabrication des textiles. Mais ils vous demandent de vous reposer. Bon, disons que, en fait, hein, c'est devenu une passion, hein, parce qu'avant, je ne pensais pas que j'allais me retrouver dans les Damphani. Je ne savais pas. Hein. Mais tout compte fait, j'ai choisi de le faire parce que il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école et ils font ça, ils se débrouillent bien. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que moi j'ai fait l'école et que je ne puisse pas mieux faire. Voilà pourquoi je suis rentré dans les Damphani. Parce que c'est un terrain quand même que je connaissais, enfin, en partie en tout cas. Le terrain, il est un peu vierge quand même en termes de qualité. Voilà. On a plusieurs personnes qui sont dedans, mais la notion de qualité... Qu'est-ce que vous faites pour la relève? Ben, pour la relève, ce qu'on fait le plus, c'est des formations. Et je crois que si je dis que j'ai formé 2000 personnes, je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Ça doit être plus. Plus de 2000 personnes que vous avez formées. Certainement. Vous les rendez bien, vous êtes fiers d'eux, vous les rencontrez souvent? Oui, il y en a qui progressent plus vite que d'autres, mais le problème, c'est que souvent, il y a des problèmes de matériel. On n'a pas de balance, on n'a pas de quoi, et ça, c'est un problème. Parce que quand vous voulez, par exemple, reproduire une couleur, et vous employez la cuillère, c'est difficile, parce que la cuillère, elle peut être trop pleine, pas assez pleine. Donc, vous allez faire deux teintures complètement différentes. Sans oublier qu'il y a d'autres paramètres. Il y a la température, il y a les volumes, il y a le temps. Et bon, tout ça ensemble, bon, je crois que c'est intéressant qu'on arrive à introduire dans le circuit des gens qui ont été à l'école. Dans ce cas, la formation est plus facile. Qu'est-ce qui inspire le choix des couleurs dans les façons Damphani que vous faisiez à l'époque? Oui, disons que dans le temps, on travaillait sur des couleurs, disons que nous imposait à la limite Fasofani. Ils font du rouge, du bleu, du quoi, voilà, c'est ça qu'ils faisaient. Bon, de plus en plus, les gens travaillent à combiner les couleurs. Ça, c'est important. D'accord. Parce que c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Est-ce que l'absence de la grande majorité de vos enfants auprès de vous touche? Est-ce que vous ressentez cela ou bien vous vous dites ils sont grands, ils se débrouillent? Oui, ils sont grands, effectivement. Ils se débrouillent, mais bon, parfois on sent le vide parce que là, il fut un moment ici, il n'y avait pas de place. Actuellement, nous sommes deux, mon épouse et moi. Bon, il y a un jeune qui vient d'arriver il y a peut-être 6 mois. Il est en haut. Les enfants, bon, ce n'est plus la même ambiance. Voilà. Ça vous manque l'ambiance avec... Oui, bon, on était habitué à beaucoup de bruit parce qu'on était nombreux. Moi, j'ai eu 5 enfants, dont 4 sont vivants. Et bon, malheureusement, ils sont tous en Europe. Papier en Allemagne, Aki en Belgique, Francine en Belgique, Bobby en France. Bon, ils sont tous partis. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant chez un père de famille, quand il a une famille grande comme ça? Qu'est-ce qui est l'élément motivant, l'élément intéressant? Ouais, moi, je me dis que lors des fêtes, quand on se retrouve, c'est bien. De toute façon, nous, par exemple, au niveau de ma famille, c'est-à-dire mon papa et ma maman, nous sommes 7 vivants. Mais au moins 2 fois ou 3 fois par an, on se retrouve. On se retrouve à Kolonaba. Tout le monde vient avec sa famille. Et puis, on reste ensemble toute la journée, c'est bien. Bon, et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Bon. Quand vous êtes en famille, qu'est-ce qui vous dérange souvent par rapport au rapport que vous entretenez avec vos proches? Non, je n'ai pas de dérangement particulier. Non, pas de dérangement particulier.
Les bruits, ça ne vous dérange pas, vu que vous aviez été casanier, vous aimez souvent que tout soit calme, non? Non, mais bon, moi, quand par exemple, s'il y a trop de bruit au salon, moi je m'en vais dans ma chambre, je regarde la télé tout seul. Puis les autres sont au salon. On va voir ce que votre fille adoptive pense de vous. On va voir s'il y a effectivement une convergence avec vos propos. Si je dois rentrer dans l'étymologie du mot père, c'est pas mon père biologique, mais il l'est. Voilà. Je suis la nièce de sa femme. Mais ils m'ont adoptée depuis que j'étais au berceau. Donc c'est lui mon papa. On ne l'a pas tout le temps, mais on l'a les dimanches. Les dimanches, il est là, il est présent. Le petit déjeuner avec nous. On mange ensemble à midi. Il est adorable. En tout cas, c'est son amour pour sa famille. C'est le fait de s'intéresser à ce qui se passe chez tout le monde. Bon, pour le moment, je peux dire que je suis la seule à avoir la chance d'être là. Mes frères sont tous en Europe. Et moi, personnellement, il est tout le temps là. Oui, on a beaucoup de complicité avec papa. Parce que, bon, il nous permet de nous exprimer. Le contact est plus facile avec papa que maman, quand même. Il aime bien manger. Papa aime bien manger. Il adore beaucoup la salade de tomates au fromage de chèvre. Voilà. Il mange aussi bien les gratins de légumes. Et si le poulet est bien fait, bien frit, bien grillé à l'ail, il adore. Les rapports avec maman sont... C'est plutôt cool, mais elle est très caractérielle. Donc, enfin, en griffe, on l'appelle Margaret Thatcher. Ça, ce sont ses frères qui l'ont nommée comme ça. Donc, nous aussi, on profite un peu, quoi. Elle thatcherise un peu, mais ça va, elle est adorable comme maman. Sauf qu'elle a une préférence pour les garçons quand même. Il faut que je souligne ça. Elle adore les garçons aux filles. Et j'étais assise chez moi. Comme vous savez, chez les Mossi, on dit que les beaux-parents ne doivent pas venir trop chez le beau-fils, chez le gendre. Et un après-midi, j'étais assise, on a sonné à ma porte. Je suis allée ouvrir et c'était papa. Ça, c'est... Ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Papa, je veux d'abord te dire merci. Merci pour tout le soutien que tu nous as apporté. Tu nous as permis de grandir dans une famille épanouie. On n'a jamais manqué de rien. Quand bien même souvent c'était difficile. Mais tu étais toujours là. Tu as toujours tout fait pour qu'on se sente au mieux. Alors aujourd'hui, moi je te dis merci. Je te dis merci au nom de tous les autres. Ils ne sont pas là, mais à travers moi, je veux te dire merci. Merci pour cette persévérance à ce que ta famille soit toujours au mieux. Vous êtes assez complice de vos enfants, mais on apprend que vous aimez les mets succulents. Je ne sais pas. La bonne bouffe. En partie, parce que ce qu'elle dit n'est pas faux. Sauf que moi, j'aime beaucoup aussi le taux. Vous aimez le taux? Voilà, elle ne l'a pas dit. Vous en êtes mais sûr? ce n'est pas elle qui le fait, donc... Elle, vous êtes... Avec madame, en tout cas. Vous aimez le taux? Voilà. Non, on aura l'occasion de vérifier tout ça. Ce qui est bien, c'est que l'équipe de production a approché madame. Elle nous dira, ça là, c'est la complicité que vous avez avec votre fille, qui nous dit que vous aimez les gratins, vous aimez... Dans les éléments qu'elle cite, c'est pas classique au Burkina. Hein? Oui, mais comme elle est... Elle est restauratrice. Voilà, ça fait que bon, ça facilite un peu les choses de ce côté. Ok. On reviendra sur cet aspect culinaire avec madame. D'accord. Votre fille, elle a été surprise lorsque vous êtes allé lui rendre visite, alors que dans la culture Mossi, ce n'est pas totalement admis. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes allé à l'encontre de cette tradition par amour paternel? Je suis parti une fois parce qu'il faut comme lui faire plaisir, comme il l'a dit. Mais effectivement, généralement, bon, nous desservons beaucoup de ce côté. Voilà. Comment ça peut s'expliquer que le père soit réservé à aller rendre visite à sa fille? Non,
c'est pas rendre visite à sa fille, c'est aller dans la belle famille. Dans la belle famille. Voilà, c'est ça qui est plus bon. C'est peut-être la culture qui nous a... Il n'y a pas d'explication, il faut prendre ça comme ça. Moi, en tout cas, je vois mes parents et puis ma soeur qui est à Colonna, c'était exceptionnel qu'ils aillent là-bas. Et puis j'ai continué dans ça. Voilà. Vous nous avez dit que vous aimez le taux. On vérifie ça avec madame. Pas de problème. On a rencontré une femme superbe. Ah, c'est possible. Dieu seul sait que nous avons rencontré pas mal de personnes aux ressources pour faire des témoignages au sujet de leurs proches. Voilà, à notre sens, et là-dessus, l'équipe de production des leçons de vie est unanime. C'est un des avis les plus sincères. Dans sa vie, il a toujours mis ses enfants devant, avant toute chose. C'est les enfants qui comptent pour lui, la famille aussi. Bon, je crois que même les enfants passent avant moi. Hein. Et bon, moi aussi, il m'a toujours respectée comme étant son épouse. Pas qu'il ne fait pas des échappées, mais bon, comme il y a toujours eu le respect, moi, je crois que depuis qu'on s'est mariés, on n'a jamais eu... Il y a souvent des couacs, mais ça ne va pas plus loin. Ah, il n'aime pas la malhonnêteté. Il a horreur de ça. La malhonnêteté, les mensonges, il n'aime pas ça. Il tient à ce que les enfants étudient, parce que lui, il se dit qu'il faut toujours étudier, il faut être correct dans tout ce qu'on fait. Et bon, lui, c'est l'enfant d'un catéchiste, hein. Donc les principes catholiques, vous connaissez. Il aime les fromages, bon, des petits repas. En tout cas, il n'aime pas beaucoup le thon et le riz. Et les salades. Il y a une de ses filles qui est restauratrice, c'est elle qui lui fait des plats. Comment on appelle ça? Bon, peut-être qu'elle va venir vous dire ce qu'il aime, hein, parce que c'est eux qui complicitent ensemble et tout. Fait des gratins, des quoi. Moi, en tout cas, je fais mon riz et mon thon. Et souvent, on lui fait un petit truc quand il commence à grincer. Bon. Mais ce n'est pas un type méchant. Je l'ai rencontré fortuitement en gare. J'étais partie accompagner une amie. Et je l'ai vu en gare qui accompagnait aussi sa petite sœur que je connaissais bien. Et c'est ainsi que je l'ai rencontré. Et il a commencé à m'aborder et tout. Mais bon, au début j'avais peur parce que lui, il avait tout. Il avait sa voiture, il avait sa villa, il avait tout. Et moi, j'étais jeune, j'étais toujours au collège. Moi, j'avais peur. Bon, mais à la fin, pour être sûr, la première fois qu'il est venu à la maison, mon papa était très dur, ma maman aussi. Moi, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Hein. Et ensuite, il a dû passer par quelqu'un qui connaissait bien la famille pour venir dire qu'en fait, lui, il est au sérieux, lui, quoi. Sinon, moi, si tu t'amuses, ma vieille, là, n'était pas facile. Bon, et il m'a offert un bijou en or, j'étais dépassée. J'ai dit, oh, mon vieux. Parce que lui, il n'est pas dans ça, hein. Lui, c'est une personne très, très humble. Mais venir me donner ça comme ça, j'étais blessée. Je dis, mais c'est quoi, qui est mort là? Mais en tout cas, c'est resté, quoi. Ça m'a fait plaisir. Et c'est resté, je crois que c'était la dernière fois que... Je te dis, il faut arrêter tes principes parce que ça commence à me prendre la tête maintenant. Parce que je ne suis plus une petite fille, tu veux me traiter bon, pour un oui ou pour non. Bon, tu as vu ça, tu as fait ça, pour moi, je suis fatiguée. Il n'a qu'à arrêter ces principes-là de Saint-Pierre, de quoi, non, il n'a qu'à arrêter ça maintenant. C'est ce que je peux lui dire. Vous avez un commentaire particulier à faire? Vous avez oui, non, je vais commenter, il n'y a pas de problème. Madame a dit que vous n'aimez pas le thon, vous n'aimez pas le... Non, bon, je ne sais pas, hein. J'aime les petits plats, mais malgré tout quand même, thon avec sauce gluante, moi je mange. Sauce gluante. La condition, c'est que ce soit du thon avec une sauce gluante. Si c'est du thon, quoi, moi, ça ne passe pas. Ok. Donc, l'affaire du maire est résolue, on comprend. Ça n'a pas été facile pour les parents
Quand vous êtes allé la première fois, l'accueil ne répondait pas à vos attentes. Non, effectivement, peut-être que j'étais à Faso Fani, effectivement. J'avais une voiture toute neuve, effectivement. Ils ne me connaissaient pas, effectivement. C'est peut-être tout ça là qui fait que c'était comme ça. Ils ont douté de vous. C'est peut-être tout ça. Finalement, ça s'est bien passé. Et vous n'êtes pas du genre à offrir des bijoux, du diamant, de l'or? Non, non, ce n'est pas dans mes habitudes. Qu'est-ce qui est dans vos habitudes pour faire plaisir à madame? Bon, dans les temps, aujourd'hui, je ne le fais plus, mais on sortait beaucoup. Pourquoi vous ne le faites plus? On reproche cela aux hommes. Non, avec les années, non, les Africains. Non, et puis cette fois-ci, je prends fait cause pour les femmes. On dit que les Africains, à partir d'un certain moment, au départ, ils sont très gentils. Ils vont voir les parents de madame avec leur nouvelle voiture. Ils ont leur villa, ils se montrent très courtois. Mais à partir d'un certain moment, bon, c'est le break. Non, c'est... Par exemple, on allait en boîte et tout ça, mais moi, je me dis que... Ou au cinéma et tout ça, mais il y a un temps pour tout ça. Mais on peut rattraper ça autrement, non? Non, mais nous, on est... Même elle est casanière. Hein. Elle est casanière. Elle n'est pas... Vous savez qu'elle ne va rendre visite à personne. Elle va... Parce qu'elle n'aime pas. Vous essayez de rattraper le fait qu'elle vous dise non, d'arrêter cette... Non, non, c'est pas ça. Non, non. Mais quel commentaire vous faites par rapport à cette suggestion? Bon, peut-être qu'elle a raison, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a raison, mais elle dit qu'elle est grande, que vous avez... donc c'est la première fois que vous l'apprenez? Comme ça, là. Oui. Bon, disons qu'on échange quand même de temps en temps. Donc, mais bon, sinon elle me l'a déjà dit une ou deux fois, oui. Peut-être que... On va gérer ça ensemble. Ah, maintenant, c'est dit, les téléspectateurs sont... C'est pourquoi on va gérer ça ensemble. On va gérer ça ensemble. C'est intéressant, la communication. Il n'y a pas de problème. Vous communiquez beaucoup. Oui, on va gérer aussi cette partie de choses-là ensemble. En caméra. Voilà, on va gérer ça. D'accord. Nous estimons que c'était une réaction, un avis assez intéressant, assez sincère. Et nous en profitons pour faire un coucou, un clin d'œil à madame. Il n'y a pas de problème. Nous passons à la rubrique cliché. Ça se passe, c'est les années 64-65. C'est notre promotion. Et vous tenez une guitare? Parce que je jouais beaucoup à la guitare. Je crois qu'il y a 2 ou 3 aussi qui étaient intéressés par la guitare là-bas. Donc, on était très complices. Ça se passe dans les années 64. Celle-là, c'est ma fille. C'est l'aînée de mes enfants. Elle est née en 75. Actuellement, elle est aux États-Unis, elle est prof d'université. Ce sont nos premiers enfants, les jumeaux. Franck et Francine. Francine est actuellement à Bruxelles. Franck, lui, il est décédé le 3 juillet 2012. Le 3 juillet 2000, c'est récent. C'est une semaine après le mariage de son frère. C'est-à-dire que la fille qui est aux États-Unis, tout le monde, toute la famille était regroupée. On a fait le mariage et le jour où on faisait la réception pour dire au revoir aux gens, il est tombé réellement. Voilà un peu. Donc ça, c'est un événement quand même, c'est ce qui reste tout le temps. Bien sûr. Voilà. À présent, les questions classiques de cette émission Leçon de vie. Monsieur Zoundi, quel est le moment ou l'événement heureux de votre vie à ce jour, si nous pouvons nous répéter? C'est pourquoi quand j'ai regardé les photos, j'ai dit j'ai parlé du mariage de Patrick, le 26 juin 2012, un événement très heureux. Et l'événement douloureux? Le douloureux, c'est le décès qui est survenu une semaine après, le décès de son frère, Franck. D'accord. Qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre vie? Oh, non, moi je regrette rien. Aucun non, regret? Pas du tout. Si c'était à refaire, je pense que j'allais refaire ça de la même façon. Tout se déroule comme vous souhaitez dans votre vie? Non, pas toujours comme je souhaite, mais je ne pense pas qu'il y a de gros écarts par rapport à... Voilà. Mais si vous devez reprendre votre vie, quel pan de celle-ci souhaiterez-vous voir changer?
Oh, je ne suis pas sûr que j'allais faire une école textile. Non. Ça, je ne suis pas sûr que j'allais faire une école textile parce que c'est difficile. Et finalement, au bout du compte, je ne suis pas sûr que entre l'effort qui est fourni et peut-être c'est la situation d'ensemble qui fait que c'est comme ça. J'ai beaucoup de copains qui sont dans le pétrole aujourd'hui. Bon, nous on est là. Mais vous en sautez bien, quand même. Je me débrouille comme je peux. Si, vous en sortez bien. Quel est votre plus grand défaut? Au-delà de ce que madame a dit, hein, elle demande d'aller tout doucement vis-à-vis d'elle. Non, parfois, peut-être que je ne me fais pas comprendre. Ah, ou bien que je suis trop compliqué, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas si vous êtes dans trop la compliqué. démarche de l'esprit, je ne sais pas si c'est ça. Vous n'allez pas prendre un temps pour réfléchir par rapport à ça, non? Non, je veux dire que parfois je peux exprimer une idée et puis on ne me comprend pas. C'est ça peut-être. Est-ce que vous en avez fait une introspection pour comprendre pourquoi vous n'êtes pas compris? Non, puisque je vois que je développe une pensée par rapport à un problème et en fin de compte, je me rends compte que je ne suis pas compris. Donc je dis peut-être que parfois... Peut-être que ce n'est pas votre faute aussi. Peut-être, je ne sais pas. Oui. Face à une difficulté quasi insurmontable, Oui. voilà une difficulté, qu'est-ce que vous faites? Rien. 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 Vous vous enfermez? Non, je ne m'enferme pas. Il n'y a pas de problème sans solution. Dans ce cas-là, vraiment, pour moi, il n'y a pas de problème sans solution. Même si elle n'est pas bonne, il y en aurait une. D'accord. Votre conseil à l'attention de tous ces jeunes qui nous suivent? Moi, mon problème avec les jeunes, j'ai l'impression que beaucoup veulent faire la courte échelle. La courte échelle, ça dit qu'ils veulent réussir en un temps record ce que d'autres ont mis toute une vie pour construire. Et je crois qu'ils n'arriveront jamais. Et à présent, les suggestions bonus, une citation, un adage, un proverbe dans une ethnie de votre choix que vous traduisez en français pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas l'ethnie en question. Vous ne voyez pas? Moi, je peux traduire ça qu'en français. En français, je peux traduire ce que je pense, mais pas dans... Je dis que dans la vie, seul l'effort paye. Voilà, c'est ça que je veux dire. En Moré, on pourrait exprimer ça comment? Bon, je vous dis une chose, quoi, je ne suis pas très fort. Si vous avez vu mon cursus là, tel le CM2, je suis parti à Bobo, quoi. Donc vraiment, je ne suis pas très fort dans mais l'idée là, c'est ça. Hein. Seul l'effort paye. Et beaucoup de gens ne font pas d'effort. Au collège de Tounouma, vous avez parlé un peu du Djoula, Bobo Djoulasso. Vous avez appris, non? Non, je n'ai pas appris le Djoula parce que les petits Bobo me frappaient tout le temps. Donc, les petits Bobo vous frappaient tout le temps. Donc, ça fait que ça m'a empêché d'apprendre le Djoula. D'accord. C'est ça. Hein. Mais vous étiez artiste, vous aviez votre guitare, on l'a vu dans la rubrique cliché. Vous composez des morceaux vous-même? Oui, disons que moi, ça me plaisait beaucoup et j'avais un logeur qui jouait aussi à la guitare. Ça fait qu'il y avait une certaine complicité. Et il m'entraînait, en fait, c'est les dimanches, surtout. Sinon, j'aimais beaucoup, mais à la fin, j'ai abandonné parce que ça me faisait mal au doigt. Ça fait très mal au doigt. Voilà, ça fait mal au doigt. Voilà. Ok, mais vous composez aussi vos chansons? Non, non, pas du tout. Parce que depuis la première, j'ai arrêté tout ça. Mais vous devez nous proposer une chanson pour boucler l'émission. Quel est un artiste que vous aimez bien, au-delà de vos compositions, si vous n'avez pas de composition, vu que vous jouez à la guitare, si vous n'avez pas de composition personnelle, on n'a pas de guitare sous la main, alors que proposez-vous aux téléspectateurs comme chant pour boucler cette émission? Il faudrait que je trouve une très vieille chanson, je ne sais pas quoi. En fait, hein, c'est dans la série des salades de fruits, les quoi. Bon, c'est ça qui me reste comme ça à l'esprit. Salade de fruits, joli, joli. On va faire exception. Oui. On va juste passer un extrait de cette chanson. Ah, oui. Voilà. Que les téléspectateurs entendent ensemble. Voilà, salade de fruits, par exemple, ça dit c'est les années 60. Hein, si. Bon. On écoute un extrait. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom!
Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Nous sommes au thème de cette émission. Monsieur Zundi, merci de nous avoir reçus chez vous. Moi qui vous remercie. Vous avez peut-être un mot à l'intention de certains de vos proches? Oui, disons que je suis sensible à tout ce que mes frères et autres ont dit. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui essaient de faire la promotion du Danfani. Je pense au médiateur parce que c'est une très bonne cliente. Madame le médiateur du Faso, Madame Traoré. On se voit tout le temps, donc il n'y a pas de problème. Merci à vous et nous disons merci également à tous ceux qui ont contribué à la production, à la réalisation de ce numéro de Leçons de vie. À un prochain numéro. Joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.